Bonjour et bienvenue à cette conférence intitulée La Palestine face au silence, organisée dans le cadre de ce 28e SILA, ce grand rendez-vous de la culture, du savoir et du dialogue. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte marqué par deux années de bombardements sionistes sur Gaza. Le peuple palestinien endure en effet des bombardements sionistes incessants d'une violence inouïe qui ont coûté la vie à des dizaines de milliers de civils et détruit pratiquement toute l'enclave palestinienne. Face à cette tragédie humaine, la communauté internationale continue d'afficher une attitude de silence oscillant entre impuissance, calcul diplomatique cynique et indifférence. Ce silence devenu symbole d'un déséquilibre moral et politique mondial pose une question fondamentale. Comment le monde a-t-il pu s'habituer à l'injustice? Comment le monde a-t-il pu en arriver là? Que se cache-t-il derrière ce silence? Le monde tel qu'il a été, tel qu'il est, tel qu'il se donne à voir aujourd'hui est hideux. Ce n'est assurément pas ce monde que nous voulons léguer à nos enfants. C'est pour s'interroger sur ce silence, ou ces silences, et redonner toute sa place à la parole palestinienne que se tient cette conférence, un moment de réflexion collective et d'engagement intellectuel. Ici aussi là, lieu par excellence de la parole libre, de la mémoire et de la pensée partagée, nous avons choisi de briser le silence par la réflexion, par la parole éclairée et par le regard des écrivains, chercheurs et journalistes présents parmi nous. Alors, pour débattre de cette problématique qui est extrêmement importante, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Ahmed Ben Saada, qui est à ma gauche. Alors, le docteur Ahmed Ben Saada est essayiste et analyste politique, auteur de nombreux ouvrages sur la géopolitique et sur les ingérences étrangères dans le monde arabe. Toujours à ma gauche, nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Madame le docteur Fayha Abdelhadi, écrivaine, poétesse et militante palestinienne, témoin de la résistance et de la persévérance de son peuple. Elle est l'autrice de 15 livres et études dans des domaines variés comme la littérature, l'histoire orale et la politique. Nous serons accompagnés dans ce débat sur le silence qui entoure la question palestinienne par M. Majid Nehmé, qui est à ma droite. M. Majid Nehmé n'est plus à présenter. Il est journaliste, universitaire et chercheur spécialiste du monde arabe et de ses mutations politiques et sociales. Je rappellerai que M. Nehmé a été directeur du magazine Africasie que tout le monde connaît. Donc toujours à ma droite, il y a M. Rudolf El-Kara, sociologue et penseur engagé, fin connaisseur de la question palestinienne et des mouvements de libération. Monsieur El-Kara a été journaliste au quotidien L'Orient le Jour et également professeur universitaire au Liban, en France et au Canada. Et enfin, à l'extrême droite, mais il n'est pas de l'extrême droite, nous avons notre ami Akli Ourad, qui est également journaliste, intervenant engagé sur des questions de justice internationale et de mémoire. Je rappellerai que M. Akli Ourad est l'auteur d'un livre extrêmement intéressant sur l'oppression que vivent les Palestiniens. Alors son ouvrage s'intitule « De Londres à Jérusalem, terreur promise », qui est actuellement à sa 6e édition. C'est pour vous dire que la question palestinienne intéresse beaucoup en Algérie. Donc merci également à vous, cher public, qui êtes nombreux aujourd'hui pour assister à cette conférence, donc dont la présence, votre présence, témoigne que la question palestinienne demeure vivante dans les esprits et dans les cœurs. Alors, sans plus tarder, honneur aux dames, je donne la parole au docteur Abdelhadi. Vous êtes la bienvenue, docteur Abdelhadi. Docteur Abdelhadi qui fera sa conférence en arabe.
مرحبا. واضح. قربي شوية برك. مرحبا. أولا يسعدني أن أكون في الجزائر وأن أكون في رحاب صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته 28 وفي هذه التظاهرة الثقافية وفي نقاش مثل هذا الموضوع الهام جدا. مداخلتي بعنوان الرواية التاريخية الفلسطينية تطوف العالم وتكسر الصمت. كيف استطاعت الرواية التاريخية الفلسطينية أن تطوف العالم وتكسر الصمت أمام الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة منذ 7 أكتوبر 2023؟ كيف استطاعت الرواية التاريخية الفلسطينية أن تؤثر في تغيير مواقف بعض دول العالم وفي مواقف شعوب العالم تجاه القضية الفلسطينية رغم منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى قطاع غزة وقتل العديد من الصحفيين؟ نحن نعرف جميعاً أنه منعت جميع وسائل الإعلام أن تدخل إلى غزة أثناء الإبادة، وحتى الآن هي ممنوعة وسائل الإعلام أن تدخل. استطاعت الرواية التاريخية الفلسطينية أن تهز كتفي العالم وتزيل الغمامة عن عينيه والصمم عن أذنيه بعد أن سمع ورأى وقائع التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تبث صوتاً وصورة عبر وسائل الإعلام كافة، وبعد أن بدأ يربط بين ما يحدث أمام عينيه في الحاضر وما تم التعتيم عليه في الماضي من جرائم ضد الإنسانية اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، حيث يتواصل مخطط الإبادة والتطهير العرقي والتهجير، ويتواصل العدوان إثر العدوان، وتتواصل المجازر، ويتواصل الاستيطان وضم الأراضي والقتل والتدمير والحرق والنهب وعلى امتداد فلسطين منذ 77 عاماً. تطهير عرقي مستمر ونكبة مستمرة هو المخطط ذاته، والذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالطرد والترحيل المباشر حيناً وبخلق ظروف غير إنسانية تدفع العديد إلى النزوح حيناً. في هذا السياق يمكن فهم الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الاستعماري على الشعب الفلسطيني في كل مكان. لا يشهد العالم حرباً بين جيشين يخوضان معركة متكافئة حتى تقاس بمقياس الحروب. لذلك إذا لاحظتم أنا أستخدم مصطلح الإبادة ولا أستخدم مصطلح جيش حرب الإبادة، لأنه كان عدوانا بربريا متواصلا شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي استخدم أعتى أسلحته وذخائره لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، لإبادة الشعب بأكمله وليس تجاه فصيل معين، وتطهيره عرقيا بارتكاب المجزرة تلو المجزرة. وكانت مقاومة من أبنائه بمختلف انتماءاتهم استخدموا حقهم الإنساني الشرعي الذي كفلته لهم القوانين الدولية في مقاومة هذه الإبادة وفي الدفاع عن النفس. وكان صمودا أسطوريا من أبناء القطاع كافة الذين قاوموا شروط قهرهم وتهجيرهم وإبادتهم وأصروا على البقاء شوكة في حلق المحتل. ونتيجة لازدياد الوعي بالرواية الفلسطينية تعاظمت الاحتجاجات الشعبية العالمية التي تناصر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني عبر العالم، مع تواصل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعدوان إثر العدوان، مما طور من الشعارات التي رفعتها المظاهرات الشعبية التي لم تعد تكتفي بالقول يجب وقف إطلاق النار ويجب أن نوصل الإغاثة الإنسانية، بل أضافت إليها شعارات تنادي بضرورة وقف إمداد المحتل الإسرائيلي بالسلاح وأهمية محاسبة ومعاقبة الاحتلال على جرائمه. وحين نذكر من كسروا الصمت أول ما نذكر تأثير الدعوة التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا
إلى محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال في 29 كانون الأول ديسمبر 2023، والدول التي أعلنت رسميا انضمامها عام 2024 مثل جزر المالديف، مصر، ليبيا، المكسيك، إسبانيا، تشيلي، بوليفيا، كولومبيا، كوبا، تركيا، إيرلندا، والدول التي أعلنت انضمامها 2025 بليز والبرازيل، حيث قدمت كل البراهين القانونية التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وأكدت أن الاحتلال الصهيوني أخفق في الرد على الأدلة المقدمة. وطبعا ولا ننسى أن رئيس الجزائر السيد عبد المجيد تبون كان أول رئيس دولة قد دعا إلى اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية بسبب تعدد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة التي يعاقب عليها القانون الدولي. ولذا جددت الجزائر تقديرها الكبير لجنوب إفريقيا نظير لجوئها إلى محكمة العدل الدولية، واعتبرت أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة. ومن المهم تسليط الضوء على مبادرات شعبية في غاية الأهمية شارك فيها متطوعون ومتطوعات من المجتمع المدني من جنسيات متعددة، مثل مبادرة أسطول الصمود العالمي التي تابعتم جميعا وقائعها، والذي شكل أكبر تحرك بحري دولي لدعم غزة بقيادة المجتمع المدني. ورغم أن مبادرة الأسطول العالمي لم تحقق أهدافها في كسر الحصار غير القانوني على القطاع ولم تنجح في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، لكنها نجحت في كسر الصمت ورفعت الصوت عاليا ومدويا لتفضح جرائم الحرب وجرائم الحرب الإسرائيلية وازدواجية المعايير والتواطؤ، وتدعو إلى إنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتدعو بالعدالة لفلسطين. أيضا من المبادرات الهامة جدا التي كسرت الصمت مبادرة محكمة غزة الدولية المستقلة، التي هي محكمة للضمير والإنسانية، التي شكلها علماء قانون ونشطاء حقوق إنسان وأكاديميون وأكاديميات ومثقفات ومثقفون في لندن ب 2024 في تشرين الثاني برئاسة ريتشارد فولك الذي هو المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين، بسبب إخفاق المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة. ومن الجدير بالذكر أن الجلسة الأخيرة للمحكمة التي عقدت في جامعة اسطنبول يوم 26 منذ أيام محدودة عرضت أدلة جديدة على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وحلفاؤها، وناقشت جرائم الحرب وتدمير البنية التحتية وتواطؤ النظام الدولي، وناقشت مفهوم المقاومة ومفهوم التضامن، بعد أن استمعت إلى شهادات صحفيين من قطاع غزة وشهادات لصحفيين قتلوا ولكنهم سجلوا شهاداتهم قبل أن يقتلوا، بالإضافة إلى شهادات بعض الناشطين الذين شاركوا في أسطول الصمود. وأصدرت بعد ذلك قرارها الذي يقضي بأن استخدام دولة الاحتلال الإسرائيلي التجويع سلاحاً والحرمان من الرعاية الطبية والتهجير ما هي إلا أدوات للعقاب الجماعي والإبادة الجماعية. وأكدت أن إسرائيل هي دولة فصل عنصري يستند إلى أيديولوجيا الصهيونية، ودعت إلى ضرورة بناء حركة عالمية ضد الصهيونية عبر العمل السياسي والقانوني والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي والاجتماعي. السؤال الآن الذي يطرح نفسه: كيف نبني على هذا المد الدولي الداعم للحق الفلسطيني ليتعاظم ويكون قادراً على التأثير أكثر فأكثر؟ بتجذير الوعي بالرواية التاريخية الفلسطينية عبر توثيق شهادات شهود العيان على التهجير والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والإبادة المعرفية والإبادة الإنجابية والإبادة الجندرية، لإنتاج أرشيفات جديدة في مواجهة تدمير وسرقة الأرشيفات الفلسطينية التي تحتوي على مئات آلاف الوثائق التاريخية منذ عام 48. نحن نذكر ولا ننسى الأرشيفات التي سرقت عام 48، الأرشيفات التي سرقت عام 67،
تدمير مركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت عام 82 وسرقة آلاف الوثائق، ثم تدمير المركز 83. لم يكتفوا بتدمير بسرقة المركز، بل دمروه أيضا لمعرفتهم بأهمية الوثائق. هل هذا أسلوب نلجأ إليه؟ هل نلجأ إلى أسلوب رقمنة وترجمة وإتاحة الأرشيفات الفلسطينية للمختصين والمختصات حول العالم في التاريخ والسياسة والتربية والفن والأدب لينتجوا الكتب والوسائل التربوية والمعارض الفنية والأفلام الوثائقية والأعمال المسرحية ومعارض الفن التشكيلي وعروض الحكي؟ هل يكون مهما أن نؤسس تكتلات إقليمية وعالمية تعمل على قضايا مشتركة على أصعدة عديدة، سياسية وحقوقية وإعلامية واقتصادية واجتماعية وقانونية؟ لا شك أننا نحتاج كل وسيلة ممكنة لنكون قادرين على التأثير والتغيير، مدركين أن العدو واحد والنضال واحد، وأن نضالنا مع شعوب العالم ما هو إلا نضال مشترك ضد النيوليبرالية المتوحشة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المدمرة، وهو نضال مشترك ضد العسكرة وضد الفكر العسكري وضد الاحتلال وضد الاستعمار بوجوهه المتعددة وضد العنصرية والتمييز واللامساواة والإفلات من العقاب. ما يحدث من فلسطين من عدوان متواصل ومجازر وحشية لا يدمر ويسحق أرواح الفلسطينيين وحدهم، لا يسحق ويدمر الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، بل يسحق القيم التي بناها وراكمها الإنسان الفلسطيني الإنسان عموما عبر تاريخه، قيم العدل والحرية والمساواة. وما نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاستعماري العنصري ومطالبته بالحرية والاستقلال وتقرير المصير، ونضال شعوب العالم ضد العسكرة والفكر العسكري والاحتلال والاستعمار والتمييز والمساواة وازدواجية المعايير والإفلات من العقاب، سوى استعادة للقيم الأخلاقية والقانونية والكرامة الإنسانية لفلسطين وللبشر كافة. وإذا كان المحتلون قد استطاعوا لي الحقائق زمنا طويلا والإفلات من العقاب، إلا أن صوت أصحاب الحق علا وسوف يعلو حتى ويتصاعد علوه حتى يشق عنان السماء، ليطالب بمحاسبة المحتلين المستعمرين على جرائمهم وعلى انتهاكهم المتواصل للقانون الدولي، ويطالب بالاستقلال والعودة وتقرير المصير. هذا هو الحق الأصيل للشعب الفلسطيني، وهذه هي العدالة التي لن يقبل الفلسطينيون بديلا لها. وبعد لن يفلتوا لن تنعموا بنومكم أو صحوكم. أمامكم أحلامنا، أقلامنا، عيوننا، أمامكم جدراننا، إسمنتنا، حديدنا، وراءكم طيورنا، محمد وليان ورغد وهند في تل الهوى، كلما هل 29 من كانون الأول من سني عمركم. وراءكم رائحة اللحم المشوي وحروق صباح في بيت لاهيا وجروح زينب أبو طير يوم 4 من كانون الثاني من كل يوم من أعماركم. وراءكم طيف عوائلنا، أبي خاطر وأبي جامع في خان يونس والدلو والكيلاني في غزة، والمغربي وأبو النجا وسالم وأبو القمصان في دير البلح وجباليا، والغول وأبو جزر وزعرب والنيرب وغيث في رفح في 20 من تموز و3 من آب و19 من تشرين الثاني من أعياد أطفالكم. وراءكم ذاكرتنا الحية في طيرة حيفا وصبرين وعكا وعيلوت وخزاعة والدوايمة وجنين والطنطورة والصالحة وقبية والفالوجة. ذاكرتنا الحية في صبرة وشتيلة ودير ياسين والشجاعية ومجد الكروم وسعسع وكفر قاسم واللجون ولفتة ولوبيا وعلبون. وراءكم رملنا وزجاجنا ولحمنا، وراءكم دمنا وملحنا وحقلنا، وراءكم صبارنا وعنادنا.
لن تفلتوا لن تفلتوا. نعدكم 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 نعدنا لن تفلتوا. شكرا. شكرا دكتور عبد الهادي، شكرا لتدخلكم الممتاز. C'est une intervention plus d'être excellente, elle est poignante. Elle rappelle, le docteur Abdel Hadi rappelle dans son intervention, d'abord le projet de l'entité sioniste de commettre son crime dans un blackout le plus total. Et pour y parvenir, donc, la première cible de l'entité sioniste il y a 2 ans était de faire taire les journalistes qui étaient justement capables de briser le silence qui entoure la cause palestinienne, qui entoure le massacre de Palestiniens. Des journalistes, ils sont très nombreux à être tombés sous les balles assassines de l'entité sioniste. On compte aujourd'hui plus de 260 journalistes tués. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. En plus du fait que ce qui s'est produit depuis 2 ans, c'est le premier génocide du XXIe siècle, mais c'est aussi le premier génocide de journalistes. On sent bien, on le voit bien, que le projet de l'entité sioniste était de commettre un crime à huis clos. Il y a eu, le docteur Abdel Hadi rappelle les nombreuses tentatives qui ont été menées justement pour briser ce silence. Elle rappelle l'initiative magnifique de l'Afrique du Sud qui a poursuivi l'entité sioniste devant les tribunaux internationaux. Elle rappelle aussi les tentatives des différentes flottilles qui ont été envoyées en direction de Gaza pour essayer de briser le blocus qui frappe l'enclave depuis, en réalité, ça n'a pas commencé il y a 2 ans, l'enclave était sous blocus depuis de très nombreuses années avec la complicité de certains pays arabes, il faut le dire. Donc, les Palestiniens, une partie de la communauté internationale n'est pas tombée dans la fatalité. On n'a pas sombré à la fatalité. Elle a toujours essayé de briser donc ce silence qui caractérise la cause palestinienne. Et moi, je préfère parler de silence au pluriel parce que on a plusieurs silences. On a le silence international, on a le silence médiatique dont va nous parler le docteur Ahmed Ben Saada dans peu de temps. On a le silence moral et humain. On a le silence qui est imposé aux Palestiniens. Et donc chacun des intervenants ici présents va parler d'un de ces nombreux silences qui caractérisent la cause palestinienne. Avant de céder la parole au docteur Ahmed Ben Saada, j'aimerais juste signaler qu'il y a un 6e intervenant qui est dans la salle. On lui fera une petite place tout à l'heure. Il s'agit de Yehdi Hamdi Sid, qui est écrivain, journaliste et romancier sahraoui, dont l'œuvre met en lumière les luttes et les solidarités des peuples en quête de liberté. Il sera avec nous tout à l'heure dès que nous aurons fait un premier tour de table. Et donc, sans plus attendre, je cède la parole au docteur Ahmed Ben Saada. Il faut se rapprocher de... Alors, je te prête. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être à Alger, toujours fidèle à ce fameux salon du livre d'Alger, pour justement parler de problématiques qui nous touchent comme êtres humains, qui nous touchent comme intellectuels et qui nous touchent aussi comme des gens qui ont vécu la guerre dans notre chair, dans la chair de nos parents et de nos grands-parents. J'aimerais parler aujourd'hui du silence médiatique qui a accompagné le génocide de Gaza. Ce silence médiatique a été étudié par des chercheurs. J'aimerais vous présenter quelques résultats de ces recherches. Par exemple, il y a eu une étude française d'Acrimed qui a essayé de voir comment les médias mainstream français ont abordé le sujet, comment ils ont traité le sujet,
et pendant, disons, quelques mois après les événements du 7 octobre. Et ce qui est assez flagrant, c'est que vous voyez sur les graphiques ici, vous voyez 4 journaux majeurs français, Le Parisien, Le Figaro, Libération et Le Monde. Et vous voyez qu'à mesure que le temps passe, le nombre de unes dans ces journaux diminue de manière drastique. Et ça, c'est des résultats qui ont été tirés de l'étude justement des unes des journaux, des grands journaux français. Ici, c'est un graphique où on voit ces unes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de morts qui augmente. Au fur et à mesure que le nombre de morts augmente, le nombre de unes, donc l'espace qui est réservé à ce conflit, diminue de manière très drastique. Il y a une autre étude qui a été faite par des scientifiques des Émirats, qui est une étude extrêmement intéressante. C'est une étude sur une année complète qui a suivi justement le 7 octobre, et ils ont étudié 14 000 articles. 14 000 articles du New York Times, de la BBC, de CNN et de Al Jazeera, pour voir comment les Palestiniens sont traités comparativement aux Israéliens dans ces journaux-là. Et les résultats sont très éloquents. Vous voyez un graphique où on a, vous savez, quand on veut parler de quelqu'un et qu'on veut lui rendre justice, on ne doit pas, le déshumaniser, c'est-à-dire on doit l'individualiser. C'est-à-dire on doit parler de lui comme un être humain, comme quelqu'un qui vit dans la société, qui a une famille. Ce n'est pas un groupe. Alors ce qu'on a constaté, c'est que la probabilité pour que des Israéliens soient individualisés, c'est-à-dire on en parle comme étant des êtres humains, est beaucoup plus grande dans les journaux occidentaux, en particulier dans le New York Times. C'est-à-dire quand on va parler d'un cas israélien, on va parler de lui comme un être humain, c'est-à-dire qu'il a une famille, il a un chien, il a ça. Mais quand on parle des Palestiniens, on en parle comme étant un groupe. C'est un groupe complètement où l'individualité est complètement effacée. Et ça, ça a été une constatation très importante dans de nombreux médias, de nombreuses études qui ont été faites par la suite. Et vous voyez, par exemple, voici une image de ce qui se passe. Quand on a à votre gauche, vous avez une soi-disant victime israélienne. Elle a un visage, elle a un nom, elle appartient à une société, alors que les Palestiniens, malgré leur grand nombre, absolument aberrant, qui a été, c'est un génocide atroce qu'a subi notre peuple palestinien, on les présente comme étant une foule, quelque chose, des personnes qui n'ont pas, on leur enlève en fait leur humanité. Alors, cet effet est très connu. L'effet, ce qu'on appelle, c'est un biais cognitif qui est utilisé dans la guerre cognitive. C'est un biais qui s'appelle le biais de l'effet, en fait, l'effet de la victime identifiable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous connaissez la personne, quand on vous présente la personne comme un être humain, quand on vous montre comment elle vit, comment elle est en société, vous avez une relation avec elle. Mais quand on vous présente une masse comme ça, une masse qui n'a pas où il n'y a pas de personne, à ce moment-là, vous n'avez pas d'affection. Donc, les médias, ce qu'ils ont fait, les médias occidentaux, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de déclencher de la sympathie envers les Israéliens, alors que pour les Palestiniens, on essayait de les diaboliser. Et vous savez, le fameux dicton qui dit « La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'1 million de personnes, c'est une statistique, en fait. » Alors, les conclusions, je vais passer assez rapidement. En fait, cette histoire d'individualisation de certains et pas des autres est très importante dans la perception qu'on a
d'un conflit. Et cette perception-là, elle est faite de manière, elle est faite sciemment, c'est-à-dire on va essayer de ne pas individualiser les Palestiniens, on va essayer de les faire passer comme étant même à la limite des non-personnes. Je vous rappelle qu'il y a des ministres israéliens qui avaient traité les Palestiniens comme étant des bêtes, comme étant des animaux, etc. Alors, autre chose aussi, c'est que les médias occidentaux ont essayé de faire un parallèle et une équation entre les souffrances du peuple palestinien et les souffrances du peuple de l'entité sioniste. Et ça, c'est une déformation de la réalité dans la mesure où il y a la proportion de dégâts, la proportion de morts, la proportion de blessés, la proportion de déplacés est nettement supérieure du côté des Palestiniens. Et à chaque fois, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une sauvagerie qui est faite sur le peuple palestinien, ils vont toujours sortir le 7 octobre. Ils vont toujours sortir les chiffres du 7 octobre pour les mettre en parallèle avec ce qui se passe, alors que nous savons très bien que le nombre de morts des Palestiniens est extrêmement... même les chiffres qui sont donnés actuellement sont loin de la réalité. D'après toutes les études qui ont été faites, ce n'est pas 68 000 ou 70 000 morts, mais peut-être le double, peut-être le triple. Par exemple, dans le New York Times, par exemple, on a compté que 47% des récits concernant les enfants concernaient les enfants d'Israël. Alors que les enfants d'Israël, les victimes, elles sont moins de 1%. Alors que la proportion du narratif relatif à ces gens, aux enfants de l'entité sioniste est beaucoup exagérée. Mais ça, c'est toujours aussi, c'est pour susciter l'empathie, susciter la reconnaissance entre les sionistes et les occidentaux. Alors, il y a d'autres études qui ont été faites. Je vais passer assez rapidement. Ça, c'est une étude allemande qui a fait une très grande étude sur les principaux journaux allemands. C'est la même constatation. On s'est même rendu compte qu'à un certain moment, que les journaux allemands présentaient les victimes palestiniennes comme étant responsables de leur propre mort. C'est-à-dire que s'ils sont morts, c'est qu'ils ont mérité la mort. C'est-à-dire qu'ils l'ont cherché, cette mort-là. Alors que les victimes, le peu de victimes de l'autre côté, étaient considérées comme des gens avec qui on devait souffrir avec eux, on devait toujours essayer de les comprendre, etc. Et les Palestiniens étaient complètement noyés dans des chiffres, dans des statistiques, etc. Alors j'aimerais parler de l'invisibilisation via le meurtre des journalistes palestiniens. Vous savez, les journalistes palestiniens, c'était les seuls journalistes qui étaient sur place. Ils ont essayé de dire que leur discours était un discours du Hamas, donc c'était faux au départ. Donc il y a énormément de littérature sur le sujet, c'est-à-dire en fait, ce qui est dit par les journalistes palestiniens n'est pas quelque chose de crédible. Et ça a été pendant tout le génocide, on a entendu ça. Alors que, vous savez, il y a un journaliste américain qui a fait une étude sur les morts, les journalistes morts pendant le génocide, et il a montré que la guerre de Gaza a tué plus de journalistes que, la guerre de sécession, les deux guerres mondiales, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le conflit au Vietnam, le conflit en Yougoslavie et en Afghanistan. Vous savez, tous ensemble, tous ces conflits-là, les journalistes morts à Gaza, ça dépasse tout ça. En fait, c'est l'horreur totale. C'est-à-dire, nous avons connu actuellement
dans cette guerre-là, dans ce génocide-là, nous avons connu le pire conflit jamais reporté de mémoire d'homme en ce qui concerne les journalistes palestiniens. Et Nick Turse a fait ce graphique où on voit les différents journalistes, en fait les journalistes qui ont été tués durant le conflit, les différents conflits, et vous voyez sur votre droite le nombre de journalistes morts. À la date où il l'a fait, bien sûr, le nombre a augmenté, mais à la date où il l'a fait, c'était ça. Donc, ce qui est important de dire, en fait, c'est que les médias mainstream ont essayé d'invisibiliser la cause palestinienne. Ils ont essayé d'invisibiliser les victimes palestiniennes par des moyens, en fait, une façon de traiter l'information qui est vraiment loin de l'éthique journalistique. Autre chose, il y avait aussi une invisibilisation sémantique. On a utilisé des mots, par exemple dans le cas des otages israéliens, on a parlé d'otages, mais dans le cas des Palestiniens, on parlait de prisonniers, alors que c'était aussi des otages. On a aussi utilisé des mots qui sont relatifs à la guerre. On ne disait pas que c'était une guerre, on disait que c'était un conflit, on disait que c'était une réponse, une légitime défense, etc. Donc tous ces mots ajoutent justement à rendre ce génocide beaucoup plus soft, beaucoup plus acceptable par les Occidentaux. Alors, avec tout ça, les médias sociaux, les médias mainstream n'ont pas réussi justement à changer la tendance parce que, grâce aux médias sociaux et en particulier à TikTok, il y a eu un renversement de l'opinion publique occidentale. Nous avons vu énormément de manifestations dans les pays occidentaux et surtout les jeunes qui utilisent beaucoup les médias sociaux, qui ne s'informent pas au niveau des médias mainstream. Eux ont compris que en fait la propagande israélienne est une propagande qui vise justement à invisibiliser les victimes palestiniennes. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'antité-sioniste a investi énormément d'argent pour changer les mentalités dans les réseaux sociaux. Par exemple, elle a donné je ne sais pas si vous êtes au courant, $7 000 pour chaque influenceur par post. C'est-à-dire chaque fois qu'il fait un post, on lui donne $7 000 pour justement changer la perception d'Israël chez les jeunes occidentaux. Autre chose, elle a payé aussi quelques millions de dollars pour changer, en fait, pour apprendre à ChatGPT d'être pro-antité-sioniste. Elle a payé aussi je pense, une quarantaine de millions de dollars pour faire de la publicité sur YouTube, par exemple, pour donner le narratif disons, de l'entité sioniste. Et tout cela pour renverser ce qui se passe dans les médias sociaux, parce qu'il faut le dire actuellement, ce qui forge l'opinion publique, ce ne sont plus les médias mainstream, mais beaucoup plus les réseaux sociaux. Merci de votre attention. Merci, Dr Ahmed Ben Saada, pour cette brillante intervention. Donc, vous avez traité, vous avez essayé justement d'expliquer les raisons de la faible couverture médiatique de la situation en Palestine, notamment dans les médias occidentaux. Donc, cette faiblesse de la couverture médiatique occidentale renvoie à une volonté d'apaisir le silence qui entoure le génocide à Gaza. Vous avez aussi beaucoup parlé de la désinformation, de la sélectivité de l'indignation, encore de la censure implicite qui entoure certains récits. Mais malgré cela, malgré au courage des journalistes palestiniens, des images sur le drame enduré par les Palestiniens ont pu briser justement le silence et être relayés par
des médias plus favorables, donc plus sensibles et plus favorables donc à la cause palestinienne. Merci beaucoup, Dr Ahmed Messaada. Sans plus attendre, je vais céder la parole à Monsieur Majid Naameh, ancien directeur du magazine Africasie, grand spécialiste de la question palestinienne et spécialiste aussi des dynamiques politiques sécuritaires qui façonnent le monde arabe. La parole est à vous. Voilà, c'est bon? Oui, oui. Voilà. Donc, merci, docteur Abdelhad. Non, ça va? Oui, oui, oui. Voilà, oui. Oui. Ah, d'accord, ok. Il faut merci, docteur Abdelhadi, pour cette remarquable intervention qui fait le tour de l'état des lieux du conflit palestinien. Et surtout docteur Ahmed Ben Saada, qui a magistralement expliqué la bataille de l'invisible, la bataille de réduire en silence la narration palestinienne du conflit. Et ce n'est malgré tous les moyens, il faut reconnaître que c'était un échec retentissant. Parce que quand même, la principale conclusion de cette guerre qui continue, qui est loin d'être terminée, c'est que Israël et ses soutiens occidentaux ont perdu la guerre de l'image. Ça, il n'y a aucun doute sur cette réalité, parce que le monde a changé. Il y a la narration occidentale, mais il faut reconnaître que l'Occident n'est plus seul qui détermine la narration. Le monde, dans son ensemble, 8 milliards de personnes contre quelques millions d'Occidentaux pro-sionistes, il ne fait plus le poids dans cette narration. Israël a perdu cette guerre, et lamentablement, à tous les niveaux, au niveau de la jeunesse, au niveau de l'opinion publique, parce qu'il faut faire la distinction avec les médias mainstream qui sont de la propriété de lobbies et de milliardaires qui ne s'occupent plus de la déontologie professionnelle journalistique, mais seulement pour servir un objectif bien déterminé. Mais moi, ce que je peux dire aussi, c'est que le 7 octobre 2023 a cassé la narration israélienne et mondiale. Jusqu'au 7 octobre, les Israéliens pensaient, avec l'accord Abraham et tout ça, que c'est fini, il n'y a plus de Palestiniens. Et voilà, on découvre que la Palestine est au cœur des conflits du monde. C'est ça qui est une nouveauté. Et puis, le 7 octobre a montré que Israël, l'entité sioniste, est un projet colonial occidental. Parce qu'on ne peut pas se contenter de condamner les crimes, le génocide, les crimes de guerre israéliens, mais aussi il faut dénoncer ceux qui lui donnent les moyens de commettre ces crimes et ces génocides. Il faut rappeler que pendant 2 ans, selon des chiffres publiés par la presse américaine, 32 milliards, cette guerre israélienne est américaine et occidentale, parce que jusqu'à maintenant, les pays occidentaux continuent à armer le bras des criminels israéliens. 32 milliards, quand même. Et ce n'est pas fini. Donc, maintenant, cette guerre aussi, bien sûr, comme je viens de le dire, elle a cassé la narration israélienne, trompeuse et basée sur un mensonge.
et elle a réveillé la conscience mondiale, mais pas la communauté internationale, parce que moi, je recuse ce terme. Il n'y a pas de communauté internationale. Il y a une communauté composée de certains pays occidentaux qui sont déjà à l'origine de la création de cette entité coloniale. Dès le départ, l'objectif de la création de cette entité, c'était de diviser le monde arabe, c'est de séparer l'Afrique de l'Asie, et c'est de créer les fondements d'une base avancée du colonialisme et de l'impérialisme dans cette région stratégique du monde. Voilà, c'est ça c'est ce que le 7 octobre a rappelé. C'est pour ça, en découvrant la réalité du conflit, après avoir longtemps essayé de le dissimuler, on a assisté à une orgie de mensonges. On a vu dès les premiers jours du 7 octobre, tous les dirigeants occidentaux défiler en Israël pour proclamer leur soutien à cette entité criminelle. On a vu par exemple le président américain, Biden à l'époque, on a vu son ministre des Affaires étrangères, Blinken, qui n'a pas hésité à dire « Je suis là, non pas en tant que ministre des Affaires étrangères des États-Unis, mais en tant que juif ». Et ça, on a entendu le même discours dans tous les pays occidentaux. Mais heureusement qu'il y a eu des médias, comme l'a souligné le professeur Ben Saada, il y a eu des alternatives qui sont opposées à cette narration et qui ont rétabli les faits, parce qu'il n'y a pas plus fort que les images. Les images ne mentent pas. L'image est plus forte que toutes les narrations trompeuses qu'on a vues dans les médias occidentaux. C'est ça qui a changé la donne. Et à mon avis, plus jamais on peut continuer à réciter la même propagande, les mêmes mensonges qu'on a entendus longtemps dans les médias occidentaux. D'ailleurs, je voudrais saluer le SIDA qui a organisé cette conférence et qui a choisi la salle Palestine Ghassan Kanafani pour cette manifestation. Il faut rappeler que Ghassan Kanafani, c'était un grand romancier palestinien qui a été assassiné par le terrorisme d'État israélien. Et il n'était pas le seul. Il y a Kamal Nasser, il y a énormément de journalistes, d'écrivains aujourd'hui à Gaza qui ont été tués dans cette confrontation. C'est pour ça, je pense quand même, malgré le prix incroyablement élevé des victimes, mais quand même, ce 7 octobre a changé le cours de l'histoire, et il y aura avant et il y aura après le 7 octobre. Voilà. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Majid Namé, pour cette brillante intervention. Effectivement, il y aura un avant et un après 7 octobre, dans la mesure où, malgré, comme vous le dites, les moyens colossaux mobilisés par Israël, l'entité sioniste et ses alliés occidentaux, la résistance palestinienne, alors, elle a tenu, elle a non seulement tenu, mais elle a aussi gagné la bataille de l'image. Effectivement, en faisant, grâce au courage des journalistes palestiniens, des images ont pu sortir de Gaza, et c'est ce qui est, à mon avis, permis de faire basculer aussi l'opinion dans les sociétés occidentales. On se rend compte que il y a un grand gouffre entre les sociétés occidentales qui se sont montrées dans leur large majorité favorables au peuple palestinien,
et aux États occidentaux qui, au contraire, continuent de soutenir l'entité sioniste. Et je pense que c'est la mobilisation des opinions occidentales qui ont poussé certains États occidentaux à changer de fusil d'épaule et à marquer plus de distance vis-à-vis de l'entité sioniste qui, malgré l'accord signé entre les belligérants, continue donc de bombarder l'enclave palestinienne. J'invite Monsieur Rudolph maintenant, sans plus tarder, à prendre la parole et à présenter son exposé. Merci, cher ami. J'ai légèrement modifié mon intervention en arrivant sur le lieu de la foi. Permettez-moi d'abord... Ça va comme ça? Oui. C'est ce que vous me reprochez, ce que je l'ai bien mis. Hein. Ça va, on m'entend là? La première chose, c'est que j'ai été vraiment impressionné par ce que j'ai vu en arrivant. Impressionné parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne lit plus. On ne voit que soit des images chocs, d'une part, ou alors des textes. Imaginez que la réflexion politique, les grandes politiques internationales se décident en 3 ou 4 lignes selon l'humeur d'un dirigeant. Ça va mieux comme ça? D'accord. Okay. La deuxième chose qui m'a fait modifier, c'est le nom de la salle. Ghassan Kanafani. Permettez-moi ici 2 ou 3 témoignages personnels. Et à partir desquels je vais développer en quelques mots, parce que je pense que la salle voudrait prendre la... Ghassan Kanafani était un ami personnel. J'avais rendez-vous avec lui à 11h du matin le jour de son assassinat. Nous avions décidé d'avoir un entretien sur l'importance de la littérature et de l'écrit et du récit face au projet sioniste dont l'objectif principal, pardonnez-moi l'image, est de couper la langue du palestinien à défaut de le faire disparaître. On m'appelle à 9h30 du matin et lorsque je suis arrivé chez lui dans la banlieue est de Beyrouth, j'ai vu la voiture, j'ai vu sa nièce. C'était un spectacle, entre guillemets, spectacle assez morbide. Ça m'a beaucoup touché. Et à partir de ce point de vue, je voudrais rappeler qu'un des objectifs principaux de l'entité coloniale sioniste est d'empêcher les voix palestiniennes de s'exprimer. Je donne un autre exemple. Malheureusement, c'est également une expérience personnelle. Le poète Kamal Nasser, qui a été assassiné par Ehud Barak, l'ami de M. Epstein, si vous voyez ce que je veux dire, en 1973, était dans mon bureau 2 heures auparavant. Je passe sur les détails. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les intellectuels, les écrivains, les penseurs palestiniens sont ciblés. Et on pourrait prendre toute une liste d'intellectuels palestiniens en Europe assassinés délibérément pour couper justement la voix de la Palestine. Et cette dynamique, si vous voulez, cette dynamique criminelle, elle n'appartient pas uniquement à l'entité coloniale israélienne. On la retrouve dans tous les faits coloniaux. Souvenez-vous de Lumumba, souvenez-vous de Bembarka, souvenez-vous de Sankara, etc. Pardon? Mais Mohamed, entre autres. Le troisième point qui va me permettre de peut-être retourner légèrement la problématique qui est posée et de savoir pourquoi ce silence.
Moi, je formulerai la chose autrement tout à l'heure. Tout à l'heure, vous m'avez présenté comme étant un ancien journaliste de l'Orient le Jour, depuis 50 ans, cher ami. Heureusement que j'ai quitté ce qu'est devenu ce type de journalisme. Et puisque vous parlez de journalisme, moi, je crois que lorsqu'un journal politique change de ligne politique, il faut peut-être qu'il change de nom. Ou qu'il dise, moi, je ne m'appelle plus Le Monde d'Éric Rouleau ou de Jean Guéras n'a plus rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Et concernant l'Orient le Jour, c'était une époque où on faisait du journalisme. C'était une époque où le journaliste que j'étais, qui était chef de service, rédacteur en chef adjoint, allait sur le terrain. C'est comme ça que j'ai découvert la fameuse voiture où 9 personnes d'une même famille, en 1972, a été écrasée par un char israélien. À l'époque, ils ont tenté d'étouffer le récit, d'étouffer la narration du crime, mais ils n'y ont pas réussi. Pour en finir avec l'Orient le Jour, ce journal ou ce quotidien n'a plus rien à voir aujourd'hui avec ce qu'il était dans les années 70. Aujourd'hui, c'est un des piliers de la tentative de sionisation de la société libanaise. Mais ils n'y réussiront pas. Que ce soit clair pour vous. Et j'en viens donc au point fondamental. Moi, je ne dirais pas pourquoi ce silence. Pardon. Je dirais pourquoi veut-on le silence délibérément. Parce que l'objectif, justement, est... Nabi Ben Saad a utilisé le terme invisibiliser. En fait, les racines même de ce que tu as appelé invisibilisation, elles commencent dans le projet sioniste lui-même. Souvenez-vous de la formule qui a été répétée à longueur de décades jusqu'au moment où la résistance palestinienne a émergé. La Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ça, c'est la plus formidable imposture du XXe siècle et elle se poursuit. L'objectif principal de l'assassinat des journalistes, l'objectif principal de cette terreur intellectuelle qui pèse sur ce qu'on appelle les journaux du mainstream, où si vous bougez d'un iota hors les normes qui sont définies par la Hasbara israélienne, c'est-à-dire le récit et les narrathèmes qui sont utilisés pour inculquer, pour faire entrer dans l'esprit, notamment occidental. Ils se fichent éperdument de ce qui se dit en Afrique, de ce qui se dit en Chine, de ce qui se dit en Russie, de ce qui se dit en Asie. Ce qui les intéresse, c'est cette matrice qui les porte, que j'appelle moi l'écosystème atlantiste, qui les a accueillis aujourd'hui, comme nous le disions hier. Toutes les barrières sont tombées. Aujourd'hui, c'est brut de décoffrage. Aujourd'hui, l'entité israélienne est plus que jamais structurellement intégrée dans cet environnement atlantiste occidental. Je ne vais pas m'étendre sur la question, mais prenez la recherche, prenez l'industrie, prenez l'intelligence artificielle. Ce matin, je disais qu'elle est ni intelligente, mais totalement artificielle. Son berceau, si vous voulez, d'expérience, hein, c'est la Palestine. La plupart des systèmes de contrôle que vous voyez installés ici, qui ont pour objectif de contrôler la parole, sont des systèmes qui ont été testés sur le peuple palestinien et qui se poursuivent. Donc, je crois que ce qui est fondamental, c'est de comprendre le mécanisme par lequel on veut, comme je le disais tout à l'heure, non seulement couper la langue du palestinien, mais couper la langue de ceux qui soutiennent la question de Palestine. Et là, je peux vous dire qu'en fait, l'opération a quasiment totalement échoué. Aujourd'hui, nous vivons une situation de transition, justement dans cet écosystème occidental qui a porté le projet sioniste comme précolonial. Et même au niveau du langage, de ce qu'on appelle les élites occidentales, les masques sont tombés.
vous citiez tout à l'heure, je ne sais plus quel écrivain français. Moi, je vais vous citer ce qu'a dit Alain Finkielkraut après la première offensive contre Gaza. Je cite textuellement. Je hais l'enfant palestinien. C'est Alain Finkielkraut, membre de l'Académie française. Richelieu doit se retourner dans sa tombe. Je hais l'enfant palestinien parce qu'il oblige le soldat israélien à le tuer et à lui tirer dessus. Bon. Maintenant, lorsque vous avez à un niveau de responsabilité politique quelqu'un comme le chancelier allemand, Merz, qui dit « Nous devons remercier Israël car elle fait le sale boulot à notre place. » Il y a quelque part une osmose, une interpénétration totale entre les intérêts de cette entité coloniale qui demeurera une entité coloniale, quelle qu'elle soit, et comme toutes les entités coloniales, elle est appelée à disparaître. Comme a disparu l'apartheid dans l'Afrique du Sud, même si je ne fais pas l'analogie entre les deux, parce que d'un côté, les Africains ne disaient pas aux Sud-Africains, vous n'existez pas, ils leur disaient, vous êtes des sous-hommes, des Undermenschen en allemand. Alors qu'ici, on dit, la Palestine n'existe pas. D'où l'importance du récit, d'où l'importance de rapporter ce qui se passe. Et là, je ne vais pas trop m'allonger, si vous me donnez encore 1 ou 2 minutes sur la question. Je voudrais revenir à l'importance du droit international. Je ne suis pas de ceux qui fétichisent le droit international. Parce que nous avons des collègues, des amis qui disent le droit international a dit que. Non. Il y a d'abord la question des rapports de force. On sait que le droit international, après la Deuxième Guerre mondiale, s'est exprimé dans le cadre des rapports de force entre deux blocs en présence. On sait que le dévoiement de l'ONU a commencé après l'effondrement du système des blocs. Eux disent la fin de l'URSS, pardon. Mais on sait aussi que c'est le seul référent possible en termes de narration du droit et de la justice. Et le référent ici, c'est la charte de l'ONU. Et je fais une énorme différence personnellement entre la charte de l'ONU comme repère et les pratiques de l'ONU. Et pour vous donner un exemple très simple, j'ai une liste totale, j'ai eu des débats très contradictoires et même musclés avec de hauts responsables de l'ONU sur la question des pratiques de l'ONU. L'un des derniers exemples, c'est ce qui s'est passé hier matin dans la localité de Blida, frontalière au Liban, avec la Palestine occupée, où une patrouille israélienne est entrée, pardon, elle a assassiné sous les yeux d'une patrouille de l'ONU un fonctionnaire municipal. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, il y a un autre aspect des choses sur lequel il faut également, à mon sens, insister, et je terminerai sur ce point, en prenant l'exemple de la Cour internationale de justice. Moi, je pense qu'il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Certains me diront, la Cour internationale de justice a adopté une résolution, mais elle n'a pas été appliquée. Ou on a essayé de l'esquiver, ou les Américains ont fait pression qu'elle ne le soit pas. Mais elle a quand même adopté une résolution qui qualifie ce qui s'est passé à Gaza, en Palestine, de génocide. Or, l'importance de cette décision, elle est multiple. Elle est d'abord importante au niveau du droit international, mais elle est également importante. Elle est également importante parce qu'en fait, toutes les résolutions de l'ONU et le corpus de droit qui a été mis en place entre 1945 et 1948, c'est-à-dire la Convention de Genève puis le protocole de Rome, étaient venus pour répondre au massacre et au génocide qui s'est produit en Allemagne et dont les Allemands nazis sont responsables. Ce n'est pas nous qui sommes responsables. Ce n'est pas à nous, dans nos pays et en Palestine, d'expier ce que les Européens ont fait. Bon, là également, je ne veux pas m'étendre sur la question. Sur la question également de l'ONU, je terminerai sur 2 visages de l'ONU. D'une part, les tentatives sous pression américaine, anglo-saxonne et leurs comparses, leurs petits comparses dans certains États européens, d'imposer
un récit au niveau du droit sur ce qui se passe en Palestine qui correspond au narrathème et à la narration, si vous voulez, israélienne. Mais d'un autre côté, vous avez quelqu'un comme Madame Francesca Albanese, qui fait un travail formidable, malgré la pression des États-Unis, malgré les menaces, malgré ce qu'ils appellent les sanctions, qui est totalement une hérésie totale. Bien, vous avez là les deux visages de l'ONU. Et je crois, et je terminerai sur ce point, je crois que ce qui se joue en Palestine, comme je l'ai dit récemment, c'est l'avenir des peuples du monde. Ce qui se joue en Palestine, c'est l'avenir de chacun de nous. C'est l'avenir de notre souveraineté. Et je rappelle, encore une fois pour terminer, si vous permettez, que l'ONU a été construite justement sur la base du principe de souveraineté. L'ONU a été construite en contrepoint et contre ce que Hitler a fait après 1933, puis après 1939. Et il est extrêmement significatif de voir que ce que Netanyahou appelle le Grand Israël correspond exactement dans sa dynamique interne à ce que Hitler appelait le Lebensraum, c'est-à-dire l'expansion vers l'Est, où il parlait de colonisation. Vous voulez une dernière anecdote pour le terminer? Il y a quelques mois, un intellectuel, entre guillemets, israélien, a utilisé le terme de Lebensraum pour parler de l'occupation de la Cisjordanie. Dan Ehrlich, vous pouvez aller voir, il a utilisé le terme de Lebensraum. Vous pourrez en conclure de ces liens, j'allais dire, de parenté fondamentale entre le nazisme et le sionisme. Oui. Merci beaucoup, Dr Rudolf Alcala, pour cette intervention passionnante. Alors, vous avez longuement parlé du droit international. Vous avez souligné le principe de la souveraineté, mais on soulignera aussi le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est l'autodétermination des peuples. Ils sont liés. Ils sont liés. Et quand on parle des Nations Unies, ou plus singulièrement de l'ONU, nous faisons aussi la différence entre l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité de l'ONU, qui tient pratiquement toute la planète en otage. Oui, allez-y. C'est très simple. À partir du moment où vous reconnaissez la souveraineté d'un peuple sur un territoire, sur son sol, sur sa mémoire, sur son histoire, sur son avenir et sa maîtrise de ses destinées, vous parlez d'autodétermination. C'est ce peuple qui choisit son avenir. Et ceci est fondamental. Ça vaut autant pour la Palestine que pour d'autres peuples. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à une tentative de la part du dernier des dinosaures coloniaux qui est en train de se terminer, de tenter de détruire justement la souveraineté parce qu'elle protège les peuples, parce qu'elle protège l'avenir des peuples, parce qu'elle protège finalement la vraie démocratie, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup. Oui, on est face à une tentative claire de céder un territoire par la force. Un territoire qui... Voilà, donc c'est une remise flagrante du droit international, aussi biaisé, aussi estropié soit-il, mais même s'il a été écrit par les puissants, ces mêmes puissants qui l'ont écrit pour eux ne le respectent même plus. Alors, il nous reste deux intervenants. Donc là, je cède la parole à M. Akli Oulad, qui va étudier la notion de silence et de Palestine sous un angle qui lui est particulier. Je vous invite à le suivre attentivement. C'est tout aussi intéressant que les précédentes interventions. Merci. Merci, Zine. Il a raison, c'est particulier. Et il m'a présenté comme journaliste, mais ça, c'est une usurpation de fonction. Je ne suis pas journaliste. Non, je suis un ingénieur. Je suis un ingénieur, je suis le seul intrus parmi
Je suis un ingénieur, c'est un consultant international et c'est ce qui m'a amené à partir en Palestine en 1999. C'était après les accords d'Oslo. Et je suis parti justement pour renforcer dans ce cadre-là les accords. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de fonds qui étaient dédiés à reconstruire la Cisjordanie et Gaza pour en faire un État viable par la suite. Mais on sait qu'en 1999, Netanyahou était déjà Premier ministre. Non, il n'était pas encore Premier ministre. Il allait venir, mais le Likoud avait déjà assassiné Rabin. J'ai dit le Likoud parce que c'était un membre de Likoud. Donc je fais cette visite-là et je sors ce livre-là. J'ai écrit ce livre parce que c'est en fait, quand je suis revenu de Palestine à l'époque, j'avais écrit un article dans Liberté, qui n'existe plus, journal algérien. Et puis je n'ai plus parlé de ça jusqu'à ce que l'attaque, l'agression, le génocide à Gaza a commencé. Donc c'est un cri de colère. Et je raconte en fait ce qui se passe, ce que nos amis palestiniens nous disent depuis très très longtemps, nos frères palestiniens et sœurs palestiniennes. Vous utilisez souvent, à de très nombreuses reprises, dans de nombreux chapitres, le terme apartheid. Justement, pourquoi je parle d'apartheid? D'ailleurs, pour coller un peu au thème d'aujourd'hui, et nos amis nous l'ont dit, en fait, il n'y a pas de silence aujourd'hui. Le silence a été brisé. Du moins, depuis une année au moins, l'opinion internationale a pris conscience de ce qui se passe à Gaza et en Palestine. Il ne faut pas oublier ce qui se passe dans la Cisjordanie aujourd'hui, parce que les colons redoublaient de férocité. Et il y a eu, je crois, quelque chose comme 2000 ou 3000 morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre, chose qui n'a jamais été connue auparavant, avant les guerres, avant les trois guerres arabes, palestiniennes, on les appelle. L'opinion internationale, elle est très très importante, surtout l'opinion publique occidentale, et c'est elle qui est en train d'imposer le changement, comme on le sait. Ce n'est pas malheureusement les médias mainstream, ça devrait être leur boulot de dire la vérité, et ça aurait changé, accéléré les choses. Malheureusement, comme l'a expliqué Ahmed Ben Saada, ils sont dans le camp adverse, dans le camp de l'ignominie et dans le camp des génocidaires. Mais l'opinion internationale a changé ça, sur la base des images que les journalistes et les citoyens palestiniens à Gaza envoient au monde. C'est pour cela qu'on parle de génocide génération Wi-Fi aujourd'hui. On voit, c'est la première fois dans l'histoire humaine où l'on assiste à un génocide quasiment en direct de ce qui se passe. Je rappelle à l'audience que ce qui est en train de se passer en ce moment-là, depuis le 7 octobre, ressemble étrangement à ce qui s'est passé avec le régime d'apartheid, comme vous avez mentionné, je crois 2 ou 3 ont mentionné ça. Ironiquement, la loi sur l'apartheid a été initiée en 1948, lorsque l'État israélien a été déclaré sur des terres palestiniennes. Et il ne faut pas l'oublier que le code de l'indigénat, comme nous l'avons vécu en Algérie, et ce depuis la fin du 19e siècle, a été déclaré, a été imposé dès la création d'Israël, en 1948, par le Polonais Ben Gurion. Je dis le Polonais parce que exactement 96% des Israéliens sont des Européens. En général, c'est une population importée, qui a été importée malheureusement par, je ne dirais pas totalement par le mandat britannique,
il y a eu 3 phases, comme on le sait, la création, enfin l'immigration juive vers la Palestine. Je parle de ceux qui sont venus, qui ne sont pas autochtones. Hein. Au début, à la fin du 19e siècle, les Juifs palestiniens d'origine palestinienne ne représentaient que 4% de la population dans la Palestine historique. Ceux-là ont été importés. Alors depuis 1948, je parle de l'Afrique du Sud, le régime d'apartheid a continué, et au vu au sud de tout le monde, avec le soutien du monde occidental, comme aujourd'hui, ce même monde soutient les génocidaires de Netanyahou. Ce n'est qu'à partir du moment où l'opinion internationale a pris conscience et a commencé à soutenir l'ANC et Mandela que les choses ont commencé à changer. Et là, à l'époque, l'ONU était plus ou moins respectable, a commencé à émettre des résolutions condamnant l'apartheid. Au début, c'était de simples condamnations, mais qui ont fini vers je crois que la dernière, la plus importante, c'était en 1978, qui a imposé un embargo économique, sportif et militaire surtout au régime de P.W. Botha. Ce qui a fini par casser ce régime-là, mais ça a pris encore quelques années. Ce n'était qu'en 1994 que le régime, c'était de Klerk à l'époque, avait négocié avec Mandela et on a connu l'Afrique arc-en-ciel. C'est exactement ce qui se passe en ce moment-là. L'opinion nationale a pris conscience et notre ami l'a bien rappelé aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. La question palestinienne est au cœur de l'opinion. Elle est sur la table de toutes les chancelleries dans le monde et la marche est bien entamée et ça finira par des condamnations directes de cet entité sioniste. Ça ne va pas se faire par le biais de l'ONU, comme on le sait, parce que l'ONU aujourd'hui est tenue par le veto américain. Il a émis par ailleurs 44 vétos en soutien à Israël depuis la création. 44 vétos. Ça va se faire, l'opinion internationale, compris la vraie communauté internationale et non celle autoproclamée communauté internationale, a compris que la condamnation qui vraiment vaille avec Israël, c'est celle qui passe par la Cour internationale de justice. Donc, il n'y a pas une résolution. La Cour internationale de justice n'émet pas de résolution. C'est une cour, elle émet des chefs d'accusation. Et Israël est sous enquête par le CIG. La première, ce qui a été émis il y a quelque temps, c'est un chef d'accusation portant l'intention de commettre un génocide. L'enquête est profonde. Les mandats, c'est la CPI. Comment ? Les mandats, c'est la CPI. La Cour pénale internationale. Ça, c'est les personnes. C'est pour cela qu'on a deux mandats internationaux, des mandats d'amener contre Netanyahou et Gallant. Ça, c'est les personnes. Ce qui compte vraiment, réellement, c'est la CIG. La CIG finira par condamner Israël pour génocide. Mais croyez-moi, ce n'est pas suffisant. Parce qu'un génocide, on va le condamner, on va l'oublier. Mais par contre, le jour où le CIG condamnera Israël pour apartheid, ça sera la fin d'Israël telle qu'elle existe aujourd'hui. Parce qu'une condamnation pour apartheid va éliminer totalement toute collaboration avec cet État factice et criminel. Voilà. Je reviens juste sur le 7 octobre, rapidement. Oui, je vous en prie. Le silence a été imposé justement par les médias mainstream parce qu'on a présenté
On a présenté le 7 octobre comme étant le plus grand acte terroriste, un pogrom. Le terrorisme a commencé en 1948. Bien entendu, bien entendu. Non, non, mais il faut voir comment eux ils l'ont présenté. Et ce qui est vraiment désolant, c'est que même la gauche progressiste, qui est vraiment sympathisante en termes de soutien avec la question palestinienne, traite cet événement d'acte terroriste. Alors que nous savons, il y a deux choses. Oui. D'abord, le 7 octobre, c'est une attaque. C'est une attaque qui a été menée par une résistance palestinienne contre exactement 14 endroits en Palestine, autour de Gaza, qui est 14 kibbutz, c'est des villages agricoles israéliens, qui étaient construits, les 14, sur les ruines de villages palestiniens. C'est pas moi qui le dis, c'est Yann Papé. L'historien israélien courageux, il nomme tous ces villages-là. Par exemple, Yahya Sinwar, lui qui a participé à cette attaque du 7 octobre, il a visé 2 villages, enfin qui ne sont plus des villages aujourd'hui, c'est des villes comme Ashkelon. Il faut dire que les noms des villages et des lieux et des villes ont été renommés par l'entité sioniste, où sont nés ses grands-parents, des deux côtés. En fait, c'est une attaque contre des occupants. En parlant de la charte de l'ONU, la charte de l'ONU reconnaît aux occupés de mener une résistance armée contre des occupants. Voilà. Merci beaucoup, Akli, pour ton intervention. L'avantage, c'est que tu connais le terrain, tu as sillonné pratiquement la Cisjordanie de long en large. Donc, c'est pour ça que ton récit a beaucoup de valeur. Alors, avant de donner la parole à M. Hamdi Hamdi, on a... Juste une petite seconde. Oui, je t'en prie. Oui, je vais vous donner le... Donne-moi encore 1 minute. 1 minute. Pour le 7 octobre. Contrairement aux gauchistes politiquement corrects, moi je veux célébrer aujourd'hui le 1er novembre des Palestiniens. Demain, c'est le 1er novembre en Algérie. Le 7 octobre et le 1er novembre des Palestiniens. Celui qui est venu tirer la cause palestinienne de son coma profond et ancien. Mes camarades l'ont dit. Je veux célébrer le 7 octobre pour son coup d'arrêt au traître accord d'Abraham qui menaçait d'engloutir la justesse de la lutte du peuple palestinien de son âme. Je veux célébrer le 7 octobre pour avoir brisé un statu quo insoutenable et un blocus prolongé à Gaza, inhumain et impardonnable. Je veux célébrer le 7 octobre pour la mise à mort de la marginalisation de la question palestinienne, victime d'effacement et de désolation. Je veux célébrer le 7 octobre pour avoir réveillé l'attention mondiale sur un conflit oublié, tragique, pourtant immémorial. Je veux célébrer le 7 octobre pour avoir démontré la résistance palestinienne, fière, invincible, dressée face à la puissance israélienne. Je veux célébrer le 7 octobre pour avoir déclenché l'intifada des jeunes du monde et une solidarité planétaire, profonde et féconde. Je veux célébrer le 7 octobre pour la riposte aux politiques d'occupation, de colonisation, d'apartheid et de 1000 humiliations. Je veux célébrer le 7 octobre pour avoir conduit au mandat d'arrêt international contre les criminels Netanyahou et Galland, symbole du mal colonial. Je veux célébrer le 7 octobre pour avoir fait condamner l'État factice d'Israël par le droit international pour génocide, crime éternel. Je veux... Désolé. Je veux célébrer le 7 octobre pour la mise à nu de l'hypocrisie occidentale, donneuse de leçons, mais complice des injustices impériales. Je veux célébrer le 7 octobre pour le déshabillage des médias serviles, propagateurs zélés de l'armée la plus meurtrière et hostile. Je veux célébrer le 8 octobre et les jours suivants pour la belle leçon de résilience du peuple résistant face au déshumanisme du couple américano-sioniste dont la violence se fait chaque jour plus sinistre. Merci.
Merci Akli, merci pour ce poème extrêmement beau, extrêmement touchant. Alors, juste avant d'inviter notre ami à prendre la parole, Monsieur Oui, très Rodolphe Cara. rapidement. Moi, je ne veux pas entrer dans un débat sur les concepts et la notion d'apartheid. Mais je voudrais rappeler 3 éléments fondamentaux qui ont démoli le système colonial d'apartheid en Afrique du Sud. Le premier, c'est la formidable résistance du peuple d'Afrique du Sud et de l'ANC. Et je parle de résistance militaire, culturelle, politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'énorme pression qui a été mise sur le système d'apartheid afrikaner et les pressions coercitives. Je cite les termes exacts, parce que le terme sanction n'existe pas dans la charte de l'ONU. Les pressions coercitives extrêmement fortes qui ont été appliquées à l'Afrique du Sud au niveau international et au niveau de l'institution internationale. Et le troisième point, que très peu de gens connaissent, c'est l'énorme défaite militaire de l'armée d'Afrique du Sud, soutenue par les puissances coloniales, en Angola. C'est là où le point de rupture, c'est là où l'apartheid en Angola s'est brisé. C'est en Angola, face à la résistance angolaise et au combat soutenu par les Cubains, que le système d'apartheid sud-africain a été littéralement démoli. Oui. Et sans faire d'analogie simpliste, tirer les conclusions de ces 3 éléments, vous comprendrez beaucoup de choses sur les stratégies à adopter en Palestine. Merci beaucoup, docteur Rudolph Cara. Je rappelle que vous êtes sociologue et penseur engagé, fin connaisseur de la question palestinienne et des mouvements de libération. Sans plus tarder, je vais céder la parole à notre dernier intervenant. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir un panel extrêmement riche, extrêmement varié. Donc, je cède la parole à M. Hamdi Sid, écrivain, journaliste et romancier sahraoui, dont l'œuvre met en lumière, comme je l'ai dit en tout début, les luttes et les solidarités des peuples en quête de liberté. Tafaddal. شكرا في البداية على الاستضافة. مرحبا. شكرا للأستاذ المنشط، شكرا للأساتذة الذين شاركوا في هذه المداخلات. أولا بعض النقاط التي كنت سأشير إليها تكلم عنها الأساتذة، لهذا لن أمر عليها حتى لا أكرر. وبالتالي الحديث عن الصمت الذي حدث حول القضية الفلسطينية، أنا قمت بدراسة بسيطة جدا اتضح لي ما يلي. هناك 5 أصناف من هذه الدول التي صمتت في العالم عن دعم القضية الفلسطينية. أولا هناك دول تم تهديدها وبالتالي صمتت. هناك دول صمتت رغم أنه لا أحد هددها. هناك دول صمتت نكاية في المقاومة. هناك دول أخرى صمتت طمعا ولم تحصل على أي شيء. وبالتالي الصمت كان صمتا جماعيا، كل الدول شاركت فيه. المؤسف جدا أن هذه الدول لم تتحرك رغم أنها كان يجب أن تتحرك. لو كانت تحركت في البداية لم يتصل الصراع إلى ما وصل إليه من مجازر. هذه الدول أيضا التي صمتت حسب دراستي الشخصية، هناك 37 دولة أمرت صحافتها أن لا تتكلم عن شهداء وقضية ومجزرة وإلى آخره، منعتها. الشيء الآخر أنه في الغرب، الدول الغربية لا تعرف هذا الذي يسمونه ونقوله له نحن والأمم المتحدة. لم تكن لها مشاكل حتى تتدخل لا تعرف الأمم المتحدة. وبالتالي الذين يعرفون الأمم المتحدة هم الدول، شعوبنا بالأخص شعوبنا العربية في فلسطين وفي أماكن أخرى، هم الذين يتحدثون عن القانون الدولي، يتحدثون عن قانون الأمم المتحدة، في حين العالم الآخر لا يعرف هذا، لم يعالجه في أي يوم من الأيام. الشيء المهم جدا الآن أنه مثل ما قال الأستاذ ماجد، أنه بعد 7 أكتوبر هناك ما قبله وهناك ما بعده. الآن اذهب إلى أي مكان في العالم، اذهب إلى القابات الاستوائية، اذهب إلى القابات في إفريقيا، إذا قلت لأحد بعد فعلا ما كل هذا الذي حدث في غزة، إذا قلت لأحد هل توجد الآن الأمم المتحدة، يقول لك الأمم المتحدة انتهت، فقط عليهم أن يدفنوها، لم تبقى. لماذا لم تعد قائمة بعد ما حدث في غزة؟ لأن القضية الفلسطينية قضية بسيطة، قضية تصفية استعمار، تقرير مصير، وهذا من 48.
وبالتالي حينما تكون منظمة ليس لها من دور إلا تصفية الاستعمار، وتكون هذه القضية البسيطة جدا ولا تستطيع حلها، إذن لماذا تتواجد؟ نتصور مثلا أنه بعد بداية المجزرة، لو كانت مثلا الدول الإفريقية، دول أمريكا اللاتينية، الدول الأخرى من العالم الآخر الرافضة للمجزرة، لو كانت اجتمعت وقالت نحن من اليوم سنخرج من الأمم المتحدة، نحن ضد هذا سنخرج من، لو كانوا فعلوها كان مجلس الأمن اجتمع وقرر إيقاف مجزرة غزة. لماذا؟ لأن مجلس الأمن حماية لمصالحهم. لو تفتت مجلس الأمن سيفقدون مصالحهم، وبالتالي الآن كل هذه الأشياء انتفت، لا أحد يؤمن بهذه الأمم المتحدة. نتمنى قريبا أن لا نراها على المسرح الدولي، نتمنى أن يتفكك هذا مجلس الأمن الظالم، ظالم حقيقة. إذا نحن دورنا كمثقفين وكأساتذة أن ننبه العالم، ننبه هذا العالم أن يفعل شيء ويستطيع فعله. مثل ما قلت، لو أن المجموعة الإفريقية ومجموعة أمريكا اللاتينية والمجموعة الأساسية قالت لا، تقف المجزرة، يقف الصمت أو نخرج من الأمم المتحدة، كانوا في اليوم الثاني اجتمعوا وقرروا. أتمنى لا أكون أطلت عليكم. بعض النقاط الأخرى مثل ما قلت تطرق إليها الأساتذة. شكرا. Merci à tous les intervenants. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette rencontre. Nos intervenants nous ont rappelé chacun